Course au roi. Août 1830. Il faisait une de ces journées qui sont des rachats, de ces journées qui feraient croire que le monde fut une pensée indulgente. L'après-midi tirait à sa fin, le soleil descendait dans sa solitaire et nue majesté. Toute la famille était au bord de l'étang où les enfants Galard taquinaient la grenouille. François de Galard, leur aimable père, expliquait comment monter une ligne à grenouille et comment s'en servir. Le fil doit avoir exactement la longueur de la gaule. Alors on jette le rouge, la bestiole saute, on tire. Et la main gauche se referme, en resserrant la grenouille juste dedans. Il dit et démontra. En effet, sa paume gauche attrapa la verte gymnase comme si la ligne eût été les deux branches d'un compas. Voilà, fit-il, un millier de gestes semblables et M. Amédée aurait moins peur des radotières. M. Amédée avait 5 ans, aimait les combats, mais pas le noir sonore. François prévint soudain Madame de Galard. Un cavalier au galop de chasse enfilait l'avenue, passait bon train. « C'est Gohil ?» reconnut Galard. « Ohé, ohé, par là, René !» Le cavalier tourna court et franchit l'herbe en quittant l'allée. Les foins étaient coupés, évidemment, mais quand même. Il sauta, baisa la main de la jeune femme qui le regardait avec souci. Il y avait quelque chose. Gohil hésitait un peu, puis, tout à trac, il lâcha son paquet. Le roi a voulu détruire la sale charte. On dit que Paris est en l'air. Ils ont besoin de tout le monde. C'était le 3 août 1830. « Tu viens me chercher ?» fit Galard. « Oui. »« Ah, Dieu !» soupira Madame de Galard. « Bien, » répondit son mari en se tournant vers elle. « Ma pauvre Clémentine, pas moyen de faire autrement pour nous. Votre père serait le premier. »« Bien sûr, je sais. Ah, partez, mais François, là-bas, pensez au petit. »« Donne-moi 1 heure, dit Galard, et on l'emploiera bien. Nous serons à Paris au jour levant. »« J'ai 2 relais sûrs, répondit Gohil. L'un chez Clermont à Glisol, car on n'est pas certain des postes en allant vers Paris. Les Froussards ont pris les chevaux. L'autre relais chez Boucherville. J'emporte tout mon argent. En as-tu ? 1 année de fermage au tiroir, dans les 18 000. Emmène, ils seront bien contents d'avoir de l'or. J'ai 1220 louis sur le torse, et ça tire, tu sais. Pensez à toi, et voici toutes les ceintures à pièces qui restent chez nous. » Il sortit des harnachements blanchâtres. Les ceintures à or étaient des tubes de cuir calibrés qu'on se bouclait à même la peau. On y glissait jusqu'à 500 louis. On les munissait de bretelles à cause de leur poids. Ils montèrent chez François et bourrèrent les boyaux avec des louis. Après les pistolets, 2 de poche, 2 aux fontes, on peut risquer le couteau de chasse à la selle, tenue d'équipage. Ils rirent, contents de humer la poudre. François fit venir le cocher. « Narcisse, je vais avec le marquis court la grosse bête. » Clin d'œil. Je pense qu'il pourrait y avoir corps écrit pas loin, mais là où je vais, je ne puis remettre. Les bleus recommencent leur batterie, alors je te confie madame et les enfants. Tiens une voiture attelée au bocteau, jour et nuit, durant mon absence, et renifle, mon gars, renifle. Si ça pue, emmène tout le monde au Blanc-Buisson, qui est maison forte. Monsieur de Saint-Philbert sera prévenu par cette lettre que tu feras porter. Toi, ne bouge pour rien d'autre que ce que je t'ai dit. Tu n'as de défense que pour eux, compris ? Le châtelain, une fois de plus, jaugea son homme. Le valet était pâle d'orgueil et de décision, et ses épaules lui sortaient du gilet. Une poignée de main qui serrait, adieu aux autres en riant, et en promettant des cadeaux pour ne pas faire pleurer. Et en route. 5 heures, devant eux, le chemin roide. Le duc de Clermont-Tonnerre n'était pas à Glisol, mais il avait laissé des ordres, et nos gens bien connus trouvèrent des chevaux frais. Les prévinrent de se garer d'Évreux. En effet, la belle avenue de Cambolle était trop large pour ne point tenter la milice qui la barrait, d'une compagnie entière. Alors, ils passèrent Litton à Gué, prirent la forêt, et, par les sentiers hauts de la Madeleine, regagnèrent la route de Paris. Malheureusement, Galard relevait de scarlatine, et si ses muscles trop endurcis ne flashissaient point, la peau souffrait. En descendant la côte de Bonnières, en marché bon trot, il se prit à geindre de rage et d'agacement. « Les reins ?» demanda Gohil. « Non, plus bas. »« Bougre ?» ?»« Plus grave aussi. Tiens jusqu'à Mantes. Après je te ferai le remède des Natchez. Souverain. N'y paraîtra plus. »« Batte, quand ce sera bien collé et saignant, assura Galard, ce sera oublié. » De fait, la cuisson se résorbait.
Il courait au cœur de la nuit, une belle nuit bourrée d'astres. Dans les fonds flottaient des écharpes brumeuses qui semblaient tomber des étoiles. Galard ne sentit plus son mal, et il chanta. Goville reprit le refrain. L'idée chouane dans laquelle ils avaient été élevés leur chauffait l'âme, ces deux compagnons fraternels, jeunes, décidés, qui jouaient l'aventure et retrouvaient les élans de leur père, se grandissaient. Aux approches de la Mantes, cela allait même trop bien, faillit chauffer. En arrivant à Rosny, il braillait la chasse du jeune Henri, en mémoire du grand argentier qu'il vénérait, et une patrouille sortit sur la route. Les chevaucheurs entendirent dans l'obscurité les voix militaires pleines de vin et de rogre. Voilà. « Mon chat !» cria Goville, et ils foncèrent dans le groupe noir, qui eut bien assez peur pour s'ouvrir leur faire place. On tira, mais seuls les silex firent du feu. « Mantes-la-Jolie, tu m'ennuies. Crois-tu, René, qu'il faille exhiber nos passeports? Il est minuit et les lumières courent partout. » La ville grouillait d'une agitation émeutière. On tirait les fusées, les tambours roulaient. « Tombant en plein bal, François, entends-tu? En plein bal. Ils gueulent, vive la République, diable !» Ils s'arrêtèrent. Le bourg est gardé, évidemment, réfléchit Galard. Attends, je vais contrefaire le blessé avec un bras en écharpe. Nous aurons l'air piteux, tu me ramènerais chez moi après une tape. Tu diras que je demeure à maison. Prends l'air soucieux et pressé. Un poste nombreux coupait l'avenue. Goville tenait le cheval de son ami et réclamait en hurlant le chef de poste. Une foule curieuse, plus qu'agressive, les entourait. Il réclama si bien qu'on leur donna un homme pour les guider et les protéger au besoin dans la traversée de la ville. Beaucoup de gens avaient su retrouver des bonnets rouges. On avait sorti des vieilles piques, remontées sur des manches à balai. « Voilà pour boire pour le poste », dit Goville d'un ton froid et rogue comme s'il s'acquittait d'un devoir ennuyeux mais obligatoire. « Magnifique, absolument magnifique », complimentait le blessé à mi-voix. Aussi franchirent-ils la populace sous la conduite aimable d'un caporal qui espérait bien se faire récompenser. À l'autre bout de la ville, leur guide fit ouvrir la barrière, et tout juste si on ne leur présenta pas les armes. « Bon voyage, mes jeunes messieurs, et meilleure santé !» dans le ventre, gronda Goville. Il galopait, mais soudain, Goville claqua de la langue. « Et tant derrière que j'oubliais !»« Moi aussi, à peu près. Marchons, quand même. »« Non. Il te faut penser. De quoi sera faite la journée de demain, d'aujourd'hui, hein? Nous faut une maison de paysans pour de la chandelle. Pourquoi pas une auberge ? Nous ne serions point suspects en repartant à 2 heures du matin. On frappera à la première canfouine. Chez le curé de Fain. Un curé? Est-ce qu'on sait jamais maintenant? Rappelle-toi, Fouché et Talleyrand. Et puis, chez ton prêtre, on ne retrouvera que cire à cierge. De la cire bénite pour ton derrière. Eh bien, mon bonhomme, c'est du bon suif que je te veux couler aux culottes. Alors, frappons-la. Une chaumière assez importante s'encapuchonnait au bord de la route. Goville cogna avec son manche de fouet. « Ouvrez, service du roi !» Ça grillonna dans le noir. Enfin, une voix demanda « Lequel roi ? Y en aurait-il déjà 2 ?» dit Goville avec consternation et se tournant vers Galard, et il recogna. « Mais du seul, du roi de France. Ouvre donc, 3 louis à gagner. Et je suis le marquis de Goville. » Filez-vous de l'autre côté de la route. La porte s'entrebâilla. À la petite lune, on dut les examiner. En leur faveur, il y avait leur accent et leur grande mine. Du trou noir sortirent 2 croquants, le père et le fils, avec chacun un fusil. « Bon, entendu, » fit Goville en montrant l'or. « 1 louis par pétoire, le 3e à l'adieu. Mon ami est blessé, allumez le fagot. Donnez des chandelles, de l'eau de vie, et laissez-nous. Quand même, si tu as boudin ou cochonaille, fricasse, ce sera payé à part. Pour les chevaux, 3 mesures d'avoine chaque, et 1 litre de cidre par-dessus. » Alors eut lieu le pansement qui les fit crever de rire. Culotte basse, Galard était étendu sur la longue table, bien à plat ventre, et Goville commençait la réparation en le lotionnant d'eau-de-vie, ce qui mêla des imprécations au rire. « Bonne eau pour les yeux !» faisait le chirurgien, « et digne d'un Normand qui aime le degré. Ta bouche est jalouse ? Bouge pas. » Et au moyen d'une large cuillère à soupe, d'une louche. Il lui versait le suif sur la partie malade, faisant par gaieté toutes sortes de dessins. Galard trouvait ça trop chaud. « Tais-toi, c'est un remède royaliste. S'il est aussi indien, mon père le tenait de Châteaubriand lui-même. Avec ça, un sauvage ne descend plus de cheval. » Son rire devint plus vif. Il faisait adhérer au pansement par-dessus du papier beurre un journal libéral où figuraient la charte et ses 36 paragraphes, journal que l'or anglais répondait à profusion. À 8 heures, ils étaient devant Paris. Partout des cocardes tricolores. Goville aborda un homme bien mis. « Le roi, il a abdiqué en faveur du duc de Bordeaux. »« C'est pas sérieux. » »« Si, on croit le roi en fuite. Est-ce qu'il a résisté? Sa Majesté n'a pas voulu verser le sang? Et le nôtre de sang, hein? Que faisons-nous, René? Allons chez Menneville, il nous renseignera. » Ils mirent leurs chevaux chez un nourrisseur et prirent un fiacre. Paris, à cette heure, s'agitait beaucoup moins que la province. Comment croire qu'une révolution venait encore de s'accomplir? Goville, stupéfié, regardait ces longues rues calmes.
Mais qu'est-ce que vous venez faire ici » Roger de Menneville, attaché au cabinet, leva les bras en l'air. « Nous venons pour le roi. »« On ne sait pas où il est. Vous avez quelque chose à lui proposer? Des nouvelles importantes ?»« Non, on lui amène nos pots et nos sous. »« Ah !» soupira l'élégant, « si tout le monde eût fait comme vous, on sait tout de même bien où est le roi. Je le crois. À Trianon. Allons-y. »« Mais vous n'arriveriez pas, remarqua Roger. Il y a de sombres micmacs là-dessous. Tout ce côté est bloqué. Nous pourrions faire passer l'argent par des hommes sûrs. Vous en avez beaucoup d'argent ?» Les Normands se regardèrent. Pas mal. Ouais, fit Galard avec une moue. Ah, mais nous tenons à le porter nous-mêmes, précisa Goville. Alors, mais bon, gardez-le pour vous amuser ici, traversez le cordon, mais il faudrait des gens moins voyants que vous et qui connaîtraient mieux les détours. Écoutez, remontez sur vos bidets et rentrez chez vous, c'est le plus sûr. D'abord, ce ne sont pas des bidets, mais des chevaux, grogna Goville. Et nous sommes capables d'arriver n'importe où, quitte à nous flanquer à l'eau pour franchir la canaille. Il fait chaud d'ailleurs. Écoutez, dit enfin Menneville ému. Mais Gaillard, vous valez la peine qu'on se dérange. Je vais aller au renseignement. Il y a anguille sous roche. Je ne crois pas que le roi lâche tout ainsi, surtout quand il saura que son cher cousin guigne la couronne et qu'il verra refuser l'abdication en faveur de l'enfant Dieudonné. Reposez-vous ici, refaites-vous et entendez-moi, je vous ramènerai quelque chose. Ils restèrent seuls dans le petit appartement. Galard restait couché, le ventre sur le tapis cloué. Goville marchait toujours comme un loup pris. Ils agitèrent la question d'aller enlever, au besoin tuer, le duc d'Orléans. Mais la ruse qu'il lui fallut déployer les déprima. Il se sentait bien décidé et capable d'invention, toutefois dans un ordre de gaieté et de bravoure. La sorte d'espionnage nécessaire les dépassait. Jacques Clément était au-dessus de leur force quand ils eussent bien mené quelque attaque à la Renaudie. Évidemment, le duc d'Orléans devait s'entourer d'une garde précautionneuse, lui qui passait pour Capon, à tort d'ailleurs, remarqua François, mais ça nous fait plaisir de le dire. Le découragement les assombrissait quand reparut le beau Menneville. Pilade du nouveau, au reste du bon. Le roi réagit. Il n'est plus question de laisser tout aller chez les libéraux. Le roi n'admet pas que le fils des qualités vole le sceptre, il vocifère. Et vous savez, pour que sa majesté ne finisse pas par rire, il faut qu'elle en ait gros sur le cœur. Le roi doit actuellement gagner Rambouillet, il va descendre sur le sud-ouest, où il se rapprocherait des populations fidèles et saines. La Vendée n'a point dit son dernier mot. Toujours la Vendée, dit Goville avec amertume. La Vendée est trop loin de Paris, d'abord. La Normandie était bien plus commode, et il y trouverait autant d'hommes. Enfin, partons pour Rambouillet. Non, intervint Menneville. Si vous voulez joindre le roi, ne courez pas derrière. Comprenez que les maîtres de poste vous refuseront les chevaux. Les ordres sont donnés. Le roi est suivi par une force militaire adverse. Faites un détour, et précédez-le dans le sud, où il va sûrement, mais lentement. Il descendra par Dreux pour gagner le Maine-et-Loire. Vous, filez par Alençon, en débordant les troupes de poursuite. Filons, dit mélancoliquement Goville. Arrive, François. Au revoir, Roger, merci. Tu ne viendrais pas avec nous, ça te changerait. Le jeune homme s'empourpra. Je ne puis, mais de toute mon âme, je le regrette. Lisez. Il tendit une lettre où Mortemart le consigna à Paris. C'est pour cela que je ne suis pas, moi aussi, à Rambouillet. Ils s'embrassèrent et nos Normands reprirent le chemin de Neuilly pour y retrouver leurs chevaux.
Ils décidèrent de retourner d'abord sur Évreux. La route était bonne, ils savaient les relais, le détour point si long, et de là ils galoperaient vers l'Aigle pour descendre sur la Sarthe. Ces coins leur étaient familiers, des parents partout, ils s'arrêteraient au Mans pour prendre langue et tenir quartier. Leur plan était bon car il réussit en partie, et s'il avait été exécuté par des gens moins fougueux, son succès eût été complet. En effet, quand lancé comme bombe, il courait à franc-étrier sur le sud, après Évreux, le pesant cortège royal marchait perpendiculairement à leur direction, coupait leur route. Ils passaient à l'Aigle au matin du 5 août et, sauvages, muets, changeaient de chevaux pour gagner Alençon, quand, ce même jour, le roi quittait Dreux pour coucher à Verneuil, à l'hôtel d'Hébert. Les cavaliers avaient dépassé la retraite de quelques lieues. Y en a-t-il 5 de l'Aigle à Verneuil ? Si Galard avait cédé à la fatigue, eût pris en considération l'accablement de son corps fourbu, se fût donné les heures qu'il lui fallait dans la petite ville auchoise, les nouvelles auraient mis fin à la chevaucher le même soir, mais avec ce diable de salpêtre, ce Goville de fer, qui n'interrompait son mutisme que pour lui demander, avec un dédain amical, des nouvelles de ses fesses, on ne pouvait répondre qu'à coups d'éperon. Marche donc. Alençon à midi, le soir arrivait à Fresnay-sur-Sarthe, dans un château ami, un château à chevaux, précisait René, qui ne faisait plus entre les demeures que cette seule distinction. Les autres n'existaient pas. « Maintenant couché !» ordonna le terrible chef. Galard dormit 14 heures. À son réveil, Goville rentrait déjà du bourg. « Une position forte, dit-il, et je comprends que les chouans y tinrent. Quelque chose de y rester. Le Louis d'Orléans y aurait moins bon lit que nous. Hein. Voyons, François, peux-tu marcher encore? Il faut être au Mans ce soir ?» Galard claquait la fièvre. « Je vais splendidement. Oui, splendidement. » Partons, gros René. Là encore, ils accolèrent Lot, qui orgueilleusement leur fit voir les balles qu'on avait fondues pendant la nuit et l'incroyable quantité de poudre qu'ils parvenaient à réunir en de petits sachets. Puis, nos gars repiquèrent sud. François semblait gai. Il retrouvait ses chansons. La route était sauvage et belle, les landes apparaissaient et le gibier enfusait comme d'une garenne. L'odeur des pins sous le soleil montait si violente et si vive qu'elle grisait un peu. Goville observait son ami. « François, ne serais-tu pas plus rouget qu'il ne faut ?»« C'est le cheval et l'exercice, le bon air, gros René. » Mais à Conly, où l'on déjeuna, il ne put seulement que boire. « Restons ici, » trancha Goville. « En demeurant, quoi faire d'autre si ce n'est attendre, ici ou ailleurs? C'est au Mans que nous aurons des nouvelles, et pas dans ce trou perdu. Allez, allez. » Ils entrèrent au Mans à 8 heures du soir, le 6, un vendredi. « Au lit, souris !» rigola René. « Ah, moi je vais bien, ouf. » Une fois sur le drap, Galard s'y allongea comme en meurt. Son compagnon, après avoir gratté sa barbe déjà crue, ressortit pour revenir avec un petit homme en noir. François demanda avec un sourire faible. « Tu veux me faire arrêter, c'est ça ?» Il était haletant et suait tel boudin sur grille. Le médecin le toucha et il rentra sa montre. « Eh bien, il en a une fièvre. Oula, mon ami, rien à manger. Tisane et repos. » Il reprit en riant. Venir de Paris au Mans en passant par Évreux en 36 heures n'est point recommandable à un convalescent. En tout cas, il aurait eu moins 2 jours à dormir. On dit en effet que le roi se dirige sur la Loire, mais qu'il ne serait pas dans nos régions avant lundi. Ça va chauffer. Orléans accepte la régence, dit-on. Le médecin était lui-même ardent légitimiste. Toute la journée du samedi, Galard battait la campagne, au figuré s'entend, car si elle pourfendait Lafitte, Lafayette et Thiers aussi, il maudissait du fond de ses couettes. Goville avait déniché un apothicaire, natif de Verneuil, un pays, et le confisqué pour soigner son frère d'armes. Quand il apprit que le potard était bon joueur d'échecs, il lui joua les remèdes. 2 jours sur le damier, une partie des nuits, en buvant du vin du Loir qui fait soif. Le dimanche, cependant, Goville s'en fut ouïr messe en la cathédrale qu'il trouva jolie. Enfin, le lundi matin, le pharmaque arriva en grand trouble. Le roi renonçait aux lignes de la Loire et remontait droit sur la Normandie. Il lutterait dans les régions de Caen et Bayeux, où toute la noblesse était déjà sous les armes. Galard avait entendu, se tenait debout et vacillant, en chemise. « Partons !» Tout près, disait-il, à remonter à cheval. « Mais au moins ta culotte !» hargna Goville sombre. Le bédicastre accourait avec les mêmes nouvelles. Il s'opposa fermement à laisser partir Galard à jeun depuis 3 jours. Encore attendre, ce lundi et sa nuit. On verra alors pour l'exéate.
Mais le lendemain, dès 5 heures, ils étaétaient envolés, laissant aux potards qui avaient passé la nuit avec eux les honoraires du docteur. Remonter nord, repasser par Alençon, joindre Falaise, et de là, le plateau de Caen. Les deux Normands rageaient, venir se piquer en Maine, et après Paris, quand en restant chez eux, ils auraient reçu le roi, et fait en l'attendant de si belle besogne, et puis cette sacrée fièvre, fièvre de courbature, disait le Purgon, fièvre de cheval, ajoutait-il, le bougre de plaisantin. Gauville était plus abattu que le balade. Celui-ci, peut-être excité par la fièvre qui lui brûlait les pommettes, reprenait presque de la gaieté. Pourtant, il y fallait du courage. Tous sentaient l'abandon et une triste odeur de défaite. Les auberges où ils retrouvaient leurs traces chaudes les accueillaient moins bien. Le roi émigre. Tels étaient les mots qu'il ne pouvait point ne pas entendre. Il émigre ? Non, faisait Galard. Il rejoint ses fidèles. Il sait qu'il peut compter sur tous les bras et tous les cœurs. Le Maine du Nord n'a jamais rien valu ni voulu. Regarde-moi ces mauvaises terres-là, que peut-il y pousser hors Brande et Bruyères ? Il ne galopait plus. Gauville s'inquiétait de son compagnon. Il l'aurait bien risqué en bataille avec une compagnie, mais pas contre la maladie louche. Ils ne furent à Alençon que très tard, sans même un âne pour aller plus loin, quand la nouvelle était importante. Charles X avait couché à Argentan la surveille et montait au nord-ouest. Le duc d'Orléans se disait roi des Français, fini le drapeau blanc. Galard faillit pleurer de sa maladie. Gauville lui démontra qu'il s'agitait bêtement. On disait que le roi se retirait en liberté avec les gardes du corps, mais les républicains philippotards l'entouraient, le poussaient, faisaient rideau, râteau, l'entraînaient, le chassaient vers la mer. Les compagnons s'y seraient empêtrés et n'auraient jamais pu joindre. C'était vrai, tous les renseignements confirmaient cette difficulté à rattraper. La même difficulté qu'à Paris, mais aujourd'hui on ne se trouvait qu'à 4 lieues en arrière, en terres amies et connues, ce qui changeait tout. On chassait à vue maintenant. On dépasserait le cortège et on attendrait, n'importe où, n'importe comment, à pied, caché dans le bois, mussé dans la meule. Dans la débâcle, leur foi ne baissait pas, au contraire, il leur venait une grande tendresse douloureuse qui était leur dernier sentiment royal, une pitié pour le vieux monarque. Nos gens partirent encore, Galard se revigorait un peu, ils s'élancèrent pour contourner de près la barrière inflexible et mouvante, acharnée et molle, Falaise, Dury et Vire, d'où ils tombèrent au Coisel à Burcy, la propriété du poète Chênedollé, mais l'accueil tremblant et joyeux qu'on leur y fit les acheva. Ils atteignaient la limite de leur force, hirsutes, barbus, noircissants, sur les boulets eux aussi, comme leurs rosses pleines de plaies et de trous, chevaux infâmes qu'ils venaient de payer des sommes invraisemblables dont le montant ne leur disait plus rien. Ils vacillaient. Leur exténuation arrivait au point qu'ils vivaient dans une sorte de rêve. Chênedollé ne pouvait leur tirer un mot. Quand Chênedollé eut dit « J'ai porté au roi toute une brassée de lys hier », il est passé. Ils comprirent qu'ils avaient une fois de plus manqué, leur mouvement tournant. Et ils se regardèrent, rigides. Le poète aperçut enfin quel dévouement brûlait en ces deux martyrs. « Venez, leur promit-il, ici c'est notre coin, je jure que vous passerez. »
Alors, écrasés sur leur selle, ils repartirent guidés par le fils aîné du poète. Le roi avait passé Saint-Lô. Il marchait sur 40 ans, en désespéré, car le gouvernement concentrait des troupes tricolores pour la bataille. On allait donc se cogner, passer ou crever. Les chevaucheurs tâchèrent d'augmenter l'allure. Ce petit chêne dolé était fameux paysan quand même, connaissant son bocage comme un pastoureau. Un peu avant 40 ans, dans un sentier, ils embouquèrent une ligne droite où, comme au bout d'une longue vue, ils virent, enfin, le cortège, les gardes du corps, les uniformes aux fleurs de lys. Ah, éperons aux tripes, ils piquèrent, plaquant leur guide. Ils entrèrent dans la colonne emboulée, tout à l'arrière, gueulant « Vive le roi !» Et les gentilshommes là, qui commençaient à perdre leurs âmes, les crurent au moins sots. Ils l'étaient, mais d'enthousiasme, de fatigue, de joie. On les enserra dans les rangs, but saison et bonnes choses, et la barre, des amis, les reconnurent. Le jeune Chêne-Dolé rejoignit, tenta d'expliquer. On verrait, il fallait d'abord franchir 40 ans. Il n'y eut rien, on traversa, mais dans une foule qui regardait avec une avidité sombre, morne. On traversa au milieu de troupes qui baissaient le nez. Les deux hommes, mains aux fontes, crispaient leurs traits et rêvaient de mourir. Chêne-Dolé fils parlait aux uns et aux autres, courait comme un furet roux. Il revint à eux, à la première halte. On les sortit enfin de la masse confuse. Ils passèrent quasi locteux au flanc des beaux cavaliers qui avaient eu, eux, tout le temps de se bichonner dans la lente retraite. Ils avançaient, sordides, poussiéreux, hérissés de barbe. Et voici qu'ils le virent, sous un grand orme, assis, plus mince, plus haut que tous les autres. Ses cheveux brillaient sur sa tête nue, flottaient d'argent souple, et il s'éventait avec son grand chapeau claque noir, aux plumes blanches, un collet brodé sur le long cou. Depuis 9 jours qu'ils galopaient, ils n'étaient plus que des automates. Instinctivement, tous deux ensemble, ils se fouillèrent. On crut un attentat. On les encercla, mais ils débouclaient fébrilement les ceintures, et ils sortaient de leurs chemises boueuses. Ils les tiraient comme de longs serpents, blanchâtres, pâles, luisants de sueur, et ils les soulevaient, bras tremblants, rompus. « C'est de l'or, notre or, pour le roi », firent-ils, avec une physionomie puérile, et une voix qu'il était aussi. Un chambellat palpa, ouvrit. Les louis roulèrent en tintant dans la poussière. Eux ne voyaient pas. Ils avançaient un peu titubants et le roi les regardait venir comme s'ils avaient été 2 spectres de plein jour. 2 spectres de ceux qui ne seraient plus. Charles X se leva. Ils tombèrent à genoux et restaient hagards. Le chambellan et Chêne-Dolé parlaient au prince. « Mais je ne puis accepter, dit le roi. Non, je pars. L'exil. Ah, si j'avais pu rester. Mes pauvres amis, comme ils sont défaits. Oh Dieu !» Et l'émotion le gagnait, de voir ses yeux fébriles fixés sur lui, et ces mendiants qui brandissaient leurs lingots. « On me dit que vous venez de très loin pour me rejoindre, me faire honneur, que vous m'avez manqué. Relevez-vous, mes enfants, debout, que vous êtes bien là, Seigneur, mourant presque. » Ses 2 longues mains montèrent, tremblant, de chaque côté de sa longue figure. Et le roi pleura. Eux deux, sur pied, se penchèrent et virent ses larmes. L'orgueil leur revint, et le sentiment peut-être qu'il ne fallait pas ajouter la pitié de leur détresse encore à toute la détresse royale. Gauville se redressa. « Non, sire, nous venons de très près, de tout près, et des châteaux d'ici, que le roi crut à des dévouements proches, efficaces. » Et Galard ajouta fièrement: « Nous venons de Saint-Lô, sire, avec monsieur de Chêne-Dolé. »